Mais on va peut-être commencer. Juste une question, c'est vrai qu'on se pose souvent. Isabelle et Eric, qu'est-ce qui vous relie? C'est quoi l'origine de votre amitié? Pourquoi travailler comme ça ensemble sur des projets? Alors moi j'aime bien ce que dit Eric, donc je répète. Ce qui nous relie, c'est une curiosité totalement maladive, qui est de toute évidence le plus beau défaut de la Terre. On s'est connus il y a déjà un petit bout de temps et on est partis en Antarctique ensemble sur mon bateau. Donc voilà, il a tenu la barre pendant 2 mois et on avait donc fait un bouquin sur l'Antarctique. Et quand on était sur le chemin du retour, vu qu'on s'était bien amusé, on s'est dit on va recommencer la prochaine fois, après le sud on fera le nord. Donc voilà, parole tenue. Alors, en fait c'est une filoute. Parce que je l'avais croisé et il se trouve que j'avais déjà navigué 3 fois dans l'archipel du Cap Horn, mais sans aller plus loin au sud. Et elle avait un projet d'aller en Antarctique. Au départ, c'était sur un grand bateau à moteur, une sorte de cargo extrêmement confortable de 50 mètres. Et donc elle me dit, est-ce que tu viens, on va faire l'opéra de l'Antarctique. Chaque année, je lui demandais, où en est le projet? Elle me disait, eh bien, j'ai moins de budget que prévu, donc le bateau n'est plus que de 40 mètres. Et puis 30 mètres. Et puis 20 mètres. À chaque fois, elle me disait, est-ce que tu es toujours partant? Et puis, à un moment donné, elle me dit, écoute, j'en ai eu marre de ne pas avoir de budget, donc j'ai acheté un bateau. Est-ce que tu viens? J'étais obligé de dire oui. Et j'ai demandé, combien il fait le bateau? 15 mètres. Alors à ce moment-là, j'ai fait tous les check-ups possibles, imaginables, pour me trouver une raison de ne pas venir. Et tous les médecins m'ont dit, écoute, tu peux toujours ne pas y aller, mais tu n'auras pas mon excuse médicale. Donc je suis parti, mort de peur, et ça s'est bien passé, d'autant plus que sur le bateau, je me suis rendu utile immédiatement, d'une façon extrêmement technique, parce que plus il y a de mer, mieux je fais la vaisselle. Je vous conseille, la vaisselle fait par un académicien, c'est top. Et alors là, parce que votre premier livre en Antarctique n'était pas aussi, c'était pas une enquête comme celui-ci. Et là, vous avez eu envie quand même de creuser. Pourquoi cette curiosité pour ces nouvelles routes maritimes du Nord? En fait, l'appétit vient en mangeant. Et au début, on s'était dit, tiens, comme ça, en regardant une carte, parce que ça part toujours de là, détroit de Bering. Détroit de Bering, c'est la Russie, l'Amérique, les passages des hommes il y a des dizaines de milliers d'années. Voilà, c'était... Donc on s'est pointé là-bas, d'ailleurs, avec Christian. Avec des amis qui avaient un bateau à voile, on a commencé à aller voir, parce qu'au fond, voilà, il faut bien aller voir quand même, il faut commencer par ça. Et au fur et à mesure qu'on a découvert cet endroit, etc., petit à petit, on s'est rendu compte que s'il y avait cette espèce d'appel du Nord, un peu qu'on a ressenti nous aussi, et qu'au fond, aujourd'hui, tous les gens qui nous parlaient du Nord, ils nous parlaient de cette route maritime. Il y avait une espèce de fantasme collectif. Et voilà, et donc on s'est dit, voilà, élargissons un peu notre sujet, notre angle de vue, et allons voir, puisque tout le monde parle de ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Avant de monter à bord, quelques petites précisions de vocabulaire peuvent sembler nécessaires. Pas de géographie sans mots pour dire la Terre, et pas de mots sans idée derrière la tête. Il fut un temps très long où l'Europe se pensait centre du monde. Tout voyage commençait par elle. Et ses navigateurs découvraient les autres parties de la planète comme si elle les avait attendus pour sortir du néant. En conséquence, un bateau parti de Dieppe, Londres ou Amsterdam, et qui tournait à droite après avoir remonté toute la côte de Norvège, cherchait à emprunter, entre la banquise et la Russie, le passage dit du nord-est. Tandis que tout bateau choisissant la direction opposée s'affrontait au passage du nord-ouest, celui qui serpente parmi les glaces du Canada. Si Pékin remplace un beau jour Greenwich comme point de départ des méridiens, le passage dit du nord-est sera à son ouest et le parcours canadien ira vers l'est.
C'est ainsi que mieux vaut parler de route maritime du Nord, car l'avantage de ce Nord, nul ne le conteste, c'est qu'il domine tout le monde. Et ces routes sont plus nombreuses qu'on ne le croit. La première route du Nord sera un cauchemar pour la planète et une bénédiction pour les armateurs. Passant directement par le pôle, elle offrira le chemin le plus court entre l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Mais son ouverture supposera que l'entièreté de la banquise estivale est fondue. Cette route-là, pour l'instant, demeure impossible. Mais n'oublions pas que pas à pas, tonne après tonne de CO2, nous nous en approchons. La deuxième route, celle du Canada, n'a pas encore d'existence économique. Les scientifiques et quelques plaisanciers la connaissent. Mais durant toute l'année 2013, un seul cargo, un charbonnier, s'y est aventuré. La troisième route est celle que nous allons, à votre compagnie, explorer. Sa réalité ne peut plus être ignorée. En 2013, profitant de la fonte des glaces, 71 bateaux sont passés d'Asie en Europe par le nord. Comment évaluer l'importance véritable, présente et future de cette nouvelle voie? Bouleversement du trafic maritime mondial ou simple itinéraire de substitution, tributaire des facéties du climat et des particularités de l'administration russe, lenteur, incohérence et rapacité? Risque contrôlé ou fuite en avant au mépris des équipages, au grand dédain de la nature, ici plus fragile qu'ailleurs? Il y a 10 ans, nous avions salué le Grand Sud. Nous voici dans le Grand Nord. Dernière question, qu'est-ce que l'Arctique? À chacun sa définition. Pour les uns, c'est l'espace au-dessus du cercle polaire. Pour d'autres, ce sont les terres toujours gelées, le pergélisol, ou bien la région située au nord de la ligne, dite de Köppen, tracée par l'isotherme 10 degrés Celsius du mois de juillet. On notera qu'avec le réchauffement climatique, l'Arctique, tel qu'ainsi défini, se réduit comme peau de chagrin. Pour d'autres encore, c'est l'au-delà des arbres et une communauté de destin pour des peuples, des hommes et des femmes en lutte contre la glace et le froid. Allez, il est temps d'embarquer. Prenons la route maritime du Nord, qui est aussi une remontée dans le temps. Christian, toi qui fréquentes ces régions arctiques depuis quelques décennies, voyage dans le temps et réchauffement climatique, ça se traduit par quoi concrètement aujourd'hui, ce réchauffement dans ces régions? C'est très difficile de le sentir quand on vit dans l'Arctique. La température dans l'Arctique a augmenté de 2 degrés au cours des 50 dernières années, donc c'est pas énorme, c'est la différence qu'il y a entre le soir et le matin sous latitude, donc on le sent pas. Par contre on le voit quand on parcourt la banquise, les crêtes de pression, ces énormes formations qui sont nées quand deux plaques rentrent l'une contre l'autre. Avant ça faisait 10 mètres de haut facilement, maintenant ça fait rarement plus de 4 mètres. Et puis surtout, c'est les satellites qui nous donnent effectivement cette notion, c'est-à-dire que au cœur de l'été arctique étant plutôt autour du 20 septembre, c'est le minimum de glace, la banquise est 2 fois moins grande en superficie qu'il y a une trentaine d'années. Et puis quelques sous-marins sont passés dessous pour mesurer l'épaisseur, et on s'est rendu compte également que l'épaisseur avait diminué des 2 tiers, ce qui fait que 2 tiers plus multiplié par 1,5, ça fait qu'il ne reste plus qu'un 1/6 de la banquise par rapport à il y a 40 ans. Alors on comprend que c'est plus facile, beaucoup plus facile aujourd'hui d'emprunter ces routes maritimes, mais les tentatives d'utilisation de ces routes et leur exploitation, de certaine façon, ne datent pas d'hier. Eric, il y a toute une partie historique dans le livre où vous racontez ce qui fut également parfois des drames abominables. Alors ce qui est frappant, c'est que il y a toujours une passion des hommes pour l'exploration. D'abord pour savoir ce qui se passe de l'autre côté de la colline, mais aussi parce qu'il y avait des motifs économiques. Et dans le Grand Nord, il y a toujours eu des animaux qui ont
extrêmement intéressé les humains. Et c'était des animaux à fourrure, parce que dans les temps reculés, il n'y avait pas de chauffage. Et donc si on pouvait avoir des fourrures les plus confortables possibles, les plus chaudes possibles, les plus imperméables à l'eau, au froid, à la glace, c'était formidable. Donc il y avait des trappeurs qui étaient financés par des grandes compagnies et qui ont exploré. Donc ils allaient toujours vers l'est, vers le nord-est, et ils continuaient à partir du moment où ils avaient tué tous les animaux dans une certaine superficie. Puis ils continuaient. Un exemple exceptionnel au bout de cette exploration, c'est tous ces Russes, donc encore une fois qui étaient financés par des commerçants qui se trouvaient à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, ils ont découvert un endroit inouï qui était l'Alaska. Et à l'Alaska, et dans les mers qui bordaient l'Alaska, donc à l'autre extrémité, c'est-à-dire à 8-9 000 km de Moscou, il y avait un endroit qui était un paradis de la loutre de mer. Et la loutre de mer est l'animal qui a la fourrure la plus efficace contre le froid et la plus légère. Donc, la peau d'une loutre de mer permettait de gagner énormément d'argent. Et donc, les Russes, les chasseurs russes, les trappeurs russes ont détruit toutes les loutres de mer. Donc, ils se sont dit, ce territoire, Alaska, n'a plus aucun intérêt, donc on va le vendre aux États-Unis. Donc, ils ont vendu l'Alaska aux États-Unis parce qu'ils pensaient que l'Alaska ne valait plus rien. Et 2 ans après, en Alaska, on a trouvé les premières mines d'or. Donc j'adore cette histoire, qui est une sorte d'ironie incroyable. Et nous, on a vu des loutres de nouveau, parce que les loutres sont revenues. C'est un animal tout à fait merveilleux, qui se promène, qui nage sur le dos et tout ça. Donc c'est toutes ces aventures-là. Donc il y a évidemment ces personnages invraisemblables au prix de d'on ne sait quelle souffrance avançait vers l'Est. Et puis aussi, il y a tous les navigateurs qui essayaient de passer par la mer. Alors, on peut continuer, puisque maintenant, ce qui intéresse, c'est pas la fourrure, mais c'est les matières premières. Alors là, on pourrait entrer tout à fait dans les détails. La découverte, vous avez vu sur les cartes, la péninsule de Yamal. Donc la péninsule de Yamal, en gros, c'est au milieu de la Sibérie. Une grande péninsule de 700 km de long, 200 km de large. Et donc, dans cette péninsule, encore une fois, ce qu'on disait dans ton très beau film, on a découvert à peu près autant, peut-être même plus, de réserves de pétrole et surtout de gaz que dans tout le golfe Persique. Donc c'est un trésor, évidemment un trésor. Et que ce que je voudrais que vous compreniez bien, c'est que la route maritime, on pensait que la route principale serait la route qui irait d'Asie, principalement de la Chine, jusqu'à l'Europe. C'est-à-dire une route qui irait d'est en ouest. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, la route principale, c'est celle qui va bientôt s'ouvrir entre cette péninsule de Yamal au milieu de la Sibérie et qui ira donc à l'inverse, d'ouest en est, comme on dit dans le film, qui va apporter à des coûts assez faibles de l'énergie à la Chine. Donc, vous voyez, c'est ça ce qu'on découvre dans les voyages, avec des enjeux géopolitiques absolument majeurs. Et vous avez vu, il y a 3 mois, il y a eu un accord très privilégié qui a été signé entre la Russie et la Chine, puisque la Russie, comme vous savez, a quelques problèmes avec l'Europe et les États-Unis via l'Ukraine, et donc ils ont décidé de mettre le paquet sur la relation avec la Chine. Donc vous voyez, on est au cœur de la géopolitique mondiale. Et à chaque route maritime est associée une forme de convoitise. Alors aujourd'hui, effectivement, elle est tournée vers les matières premières et elle se fait au détriment souvent de l'environnement. Ça, Isabelle, c'est quelque chose à laquelle vous êtes particulièrement sensible. L'environnement, c'est mon rayon. Oui, enfin, elle se fait, je dirais, dans globalement la négation absolue de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement tel qu'il est envisagé par les gens qui aujourd'hui exploitent les matières premières, par exemple, c'est uniquement des contraintes physiques. Voilà, ils ne peuvent pas faire ci à ce moment-là parce qu'il y a trop de glace. Il
qu'il fait trop froid, qu'il y a trop de brouillard. Parce qu'après, le reste, c'est pas trop leur problème. Ça l'est un tout petit peu pour éventuellement les compagnies touristiques, qui elles voudraient bien quand même qu'il reste un peu de glace et quelques ours, parce que sinon on ne sait pas très bien ce qu'on va montrer aux touristes. Mais voilà, ce qui est assez terrifiant, c'est que par exemple, l'organisme américain qui délivre les autorisations pour faire des forages du côté américain, donc en mer, essentiellement la compagnie Shell, évalue à 1 chance sur 5 dans la vie d'un puits, pour que ce puits ait un problème majeur. 1 chance sur 5. Donc c'est assez terrifiant parce que quand on voit dans le golfe du Mexique qu'il a fallu 3 mois, alors qu'on était dans des eaux chaudes, qu'il y avait des côtes avec des grands ports, des bateaux partout, des facilités, des avions, des hélicoptères, tout ce qu'on veut, on a mis 3 mois pour boucher une fuite, on se dit que dans l'Arctique, une fuite majeure de pétrole, il faut plusieurs années pour la boucher. Parce qu'il y a la nuit polaire qui arrive, il y a la tempête, il y a le brouillard, il y a l'hiver, les glaces, même s'il n'y en a plus l'été. Donc là vraiment, il y a quelque chose de grave qui se passe. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, et c'est là que nous, on y peut quelque chose, c'est que par exemple, les compagnies européennes, Total en tête, qui pourtant a des gros intérêts en péninsule Yamal, a refusé de mettre de l'argent dans les exploitations offshore de pétrole au large de la Russie. Pourquoi? Pour des questions d'image. Parce qu'ils savent que ça va mal finir, un jour ou l'autre. Et donc ils ne veulent pas, parce qu'ils ont quand même un peu payé pour le savoir, que leur nom soit définitivement associé à un désastre majeur en Arctique. Et pourquoi ils ne veulent pas? Parce que nous, les pauvres petits citoyens qui mettons de l'essence dans nos voitures, on a un pouvoir par rapport à ces grandes compagnies qui est un pouvoir sur leur image. Donc ça, c'est quand même un tout petit peu rassurant. C'est qu'on peut, à un moment donné quand même, essayer petit à petit. Je voyais qu'en péninsule Yamal, ils commencent un tout petit peu à faire des efforts, mais pareil, parce que c'est des sortes de bras de fer permanents, et qu'il faut quand même les amener. Alors, la meilleure solution, évidemment, serait de laisser le pétrole là où il est, parce que si on veut rester en dessous de 2 degrés de réchauffement climatique, il faut laisser 70% du pétrole qu'on a découvert là où il est. Donc la meilleure solution serait évidemment de le laisser là où il est. À minima, si on va le chercher, d'aller le chercher dans les conditions qui ne soient pas trop déplorables. Et il y a un point, je ne sais pas si vous êtes rendu compte dans le film de ce que racontait le président de Marianne. C'est que sur ce brise-glace atomique, Lénine, je ne sais pas si vous avez bien vu qu'il y avait une centrale atomique qui ne marchait pas, qui fuyait, et qu'on a pris le bateau, on l'a transporté au-dessus d'une fosse, on a fait péter tout autour, ouvert la coque, et donc la mini Tchernobyl, on l'a laissé tomber au fond de l'eau. 50 mètres de fond, et dit tout va bien. On a des homards et des tourteaux phosphorescents comme on n'a jamais vu. Non, mais il faut bien se voir ce que c'était. Ce que c'était le monde soviétique, la relation du monde soviétique. Et on peut dire d'ailleurs le monde russe avec l'environnement, c'est quand même hallucinant. Quand on a entendu ça, déjà à Mourmansk, heureusement qu'il y a la vodka à Mourmansk, parce que franchement, la dépression arrive vite. C'est un exemple récent parce qu'il y a 5 sous-marins atomiques russes qui sont par le fond également en mer de Barents, en mer de Kara. Et il y a énormément de fûts qui ont été balancés à un moment, ils ne savaient plus comment faire, en mer de Kara, qui sont le long de la côte. Et il y a un bateau qui passe, je pense, tous les 2 ans avec un compteur GGR pour dire bon, tout va bien pour l'instant, il n'y a pas de souci, on peut penser à autre chose. Mais tout à l'heure, dans l'extrait lu par Françoise, on parlait un petit peu de géographie, et cette géographie quand même de ce passage donc, du nord sibérien, on va l'appeler comme ça, c'est une géographie à la fois complexe, mais chargée d'histoire, parce qu'il y a aussi de sacrés dépôts qui ont été faits, parce qu'il y a des zones qui étaient militarisées, dont on ne sait pas très bien ce qu'elles sont devenues. Moi, ce que je trouve intéressant sur cette côte, c'est qu'on voit tout à l'heure, Eric parlait de cette espèce d'élan vers les richesses, et alors on voit que ce pôle, il y a comme ça des espèces de vagues d'avidité, il faut l'appeler comme ça, pour différentes choses. À un moment donné, c'est pour les fourrures, c'est pour le poisson, c'est pour le passage, c'est pour le pétrole.
Et alors, à chaque fois, les hommes y vont, et puis quand même, souvent, ça se passe moyennement bien, et alors on bat retraite pendant un siècle ou deux, et puis quand même, on n'en peut plus, on a trouvé une autre bonne idée, on y retourne. Donc on a comme ça des vagues, et là on en vit une de plus, qui aujourd'hui donc, est sur le pétrole et le gaz. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose de complètement fascinant. Alors, Avec un élément aussi de toute l'histoire de l'Union soviétique et des goulags, parce que l'exploitation de toutes ces matières premières n'était possible que s'il y avait des prisonniers. Parce que même si on les payait, même si, etc., il valait mieux avoir des prisonniers à vie, et donc dans des conditions absolument apocalyptiques. Donc l'exploitation de la Sibérie est très liée à une sorte d'égrenage de points où il y avait des établissements de goulag. Et après, quand ça s'est libéré, vous avez des villes où Monsieur Mariab refuse de m'emmener, qui s'appelle Norilsk, qui est une sorte de capitale mondiale du nickel, mais de la pollution, et où les conditions de bruit sont tellement insupportables qu'on n'embauche que des sourds. Et donc, c'est des endroits hallucinants. C'est quand même aussi l'enfer sur Terre. Il y a un petit lac à l'intérieur de Norilsk. Moi, je me souviens la dernière fois que j'étais à la Norilsk, il faisait moins 50, et le lac n'était pas gelé. On se demande ce qu'il y a dedans. C'est pas Ça, c'est le critère. Moins 50, et c'est pas gelé. Donc, il s'est baigné. Et comme il est chamonniard, il résiste absolument à tout. Mais il ne va pas nous raconter, parce que ça, il a un secret particulier. Il a un lien particulier avec les autorités russes. Quand on pense qu'il y a des gens qui se plaignent de l'air qu'on respire à Chamonix. Sur les traces des pionniers, Alaska hier et aujourd'hui. Chumagin, Alaska. Été 2012. C'est l'heure qu'aiment les marins. Le jour qui vient délivre de l'inquiétude. La pénombre trompe, fait prendre une île pour une autre, fausse les distances, empêche de voir le tronc sournois qui peut taper sur la coque. Même après une belle nuit, l'aube est un don. Celle-ci est calme. Le niveau de gasoil indique que le plein s'impose. Nous allons faire escale à Sand Point, petit port de pêche des îles Chumagin. Un groupe d'une douzaine d'îles à l'extrémité du golfe d'Alaska, 750 habitants. Nikita Chumagin devait être un tout jeune homme, de ceux qui embarquaient comme mousse à 12 ans pour tenter une carrière, souvent brève, dans la marine du Tsar. Pourquoi avait-il été désigné pour le second voyage de Bering? Avait-il des talents ou un courage particulier? Qui essaie-t-il derrière lui? Des parents? Une fiancée? Des enfants? Qu'importe le sort des obscurs, dont on ne parle souvent que lors du décompte des vivants et des morts. Il fut le premier de la terrible liste du Saint-Pierre. Depuis des semaines, le scorbut le rongeait. La maladie fragilise les parois des vaisseaux sanguins, entraînant des hémorragies de plus en plus graves et finalement fatales. Les gencives qui saignent, les dents qui tombent, se déchaussent, la peau qui marque au moindre coup pour devenir peu à peu entièrement violacée, les douleurs intestinales, l'apathie et la dépression l'avaient peu à peu envahi. Depuis des jours, il est trop faible pour monter sur le pont. Sur sa couchette d'herbe pourrissante, dans la nuit permanente de l'entrepont suintant d'humidité, il attend, sans doute criant son mal et sa colère. Dans la nuit, il rend son dernier souffle. Probablement valait-il mieux pour lui de ne pas vivre la longue agonie de ses camarades, les tempêtes et le naufrage sur les îles du Commandeur. Il évita ainsi d'être cousu dans un morceau de toile à voile, lesté d'un boulet. De l'escale du navire, il gagna une sépulture à terre, et son nom à tout jamais associé à cet archipel. Le matin est à l'unisson de ce triste souvenir.
Une brume mélancolique nous enveloppe. Le soleil nous regarde comme un œil vide. Les îles semblent flotter sur un coussin gris et moelleux. Une colline, le profil acéré d'un cap, une crique apparaissent et disparaissent dans un lent balai. C'est un temps à elfes et à féerie. Nous n'aurions pas été étonnés de croiser le Saint-Pierre, épuisé. Rien de tel qu'un pub pour chasser le spleen. Celui de Sandpoint offre tous les ingrédients du Havre américain. Un long bar surplombé de photos de trophées de pêche, des tables en formica où s'exclament bruyamment des types format XXL et quelques blondes du même gabarit. Tout ce beau monde écluse bière et soda, puis l'heure vient de la danse, pense sur pense, comme le chantait Jacques Brel. Entre une femme flic du même blond, boudinée dans son uniforme. Elle se poste, jambes écartées, main sur son arme de service, et passe un bon quart d'heure à dévisager attentivement l'assistance qui n'en a cure. Elle cherche quelqu'un? Non, c'est la sécurité. Depuis le 11 septembre, il faut se méfier. Mais se méfier de qui? Des islamistes. Ils peuvent venir nous égorger n'importe où. Ici, aux îles Shumagin. Mais ils sont partout. Les États-Unis ont besoin d'ennemis. C'est le ciment de ce peuple bigarré. L'espion russe s'est évanoui de l'autre côté de Bering, qu'à cela ne tienne, on s'en trouve toujours un autre. Si on comprend l'intérêt des armateurs à partir sur ces routes maritimes, on comprend peut-être un peu moins celui des marins, des matelots, parce que, alors je vais peut-être poser la question à Isabelle ou Eric, mais dans votre livre, vous évoquez ces tentatives de traversée qui ont souvent conduit à des tragédies. Et quelle était la motivation des marins? C'était pas uniquement... Les matelots, je vais dire qu'ils n'avaient pas trop le choix. D'ailleurs, souvent, ils ne savaient pas où ils allaient. Quand vous embarquiez sur un navire du 17e, du 18e, même parfois jusqu'au 19e, on signait pour... on ne savait pas trop combien de temps d'ailleurs, hein, parfois plusieurs années. Et puis voilà, on posait son sac à bord. Donc c'était comme ça. Donc les marins, c'était pas forcément parce qu'ils cherchaient eux l'aventure, c'était juste leur métier. Et on était effectivement dans des époques où la vie ne valait pas grand-chose. La vie à terre était dure aussi. Quand on était paysan, ici, quand on était paysan à la montagne, je pense qu'on ne vivait pas vieux et que la vie était dure. Et partout, la vie était dure. Donc la vie des marins, elle était dure. Et puis, on ne savait pas se situer sur la mer, on avait des mauvais bateaux, on n'avait pas de cartes, on faisait les cartes souvent au fur et à mesure qu'on avançait. Donc c'était toutes les bonnes raisons, effectivement, pour vivre des naufrages et pour avoir pas mal d'ennuis, quoi. En tant que navigatrice, justement, ces mers du Nord, vous les avez peut-être moins fréquentées que celles du Sud, mais elles vous inspirent quoi? La même impression que celle du Sud? Oui, je les connais un peu moins. Je pense que globalement, il y a un peu la même attirance pour les marins. Quand on aime la glace, c'est qu'on aime ses ambiances, ses atmosphères, j'allais dire un peu ses difficultés. Qu'on aime ces territoires justement pas trop cartographiés ou pas complètement cartographiés, qu'on aime ces étendues qui sont encore relativement sauvages aussi, dans lesquelles on a des chances de croiser des baleines, voilà, des différents animaux marins. Donc ce sentiment d'être encore sur la planète, au fond, et au contact avec la nature et la planète. Je trouve qu'on le ressent très fort. Donc on le ressent des deux côtés. Maintenant, la grande différence entre les deux, c'est qu'au sud, il n'y a personne, à part quelques bases scientifiques, et qu'au nord, il y a des peuples depuis très 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 longtemps, et que donc il y a une vie complètement différente. Ça se traduit par une chose très simple. Quand vous allez en Antarctique, vous pouvez aller vous asseoir à côté d'un phoque, être assise à 1,50 m du phoque, si vous y allez doucement, tranquillement, il n'a pas peur de vous. Et je ne dis pas que vous pouvez le caresser, parce que c'est quand même un animal sauvage, mais voilà, vous pouvez le voir de très près. Quand vous êtes en Arctique, si vous voyez un phoque à 100 mètres, ou plutôt si lui, il vous voit à 100 mètres, je peux vous dire qu'il sait qu'un homme, ça a un fusil, et qu'il ne va pas rester longtemps. Et c'est aussi, ces territoires et ces routes maritimes sont peuplées. C'est aussi un peu ce que
parce qu'on évoque à travers cet extrait, bon là c'est un peu particulier parce que c'est l'Alaska, mais au nord de la Sibérie, il y a des habitants, et des habitants qui sont eux-mêmes en relation avec l'océan. Pas beaucoup. Les Russes, avant 1929, étaient pratiquement sur aucun des archipels qu'il y a au nord. Ils ont annexé Wrangel en 29. Les Norvégiens, sur l'archipel François-Joseph, c'était plutôt des Norvégiens. Ils étaient un petit peu sur la Nouvelle-Zélande. L'archipel des Terres du Nord, qui est un archipel énorme, a été découvert en 1913. Je pense que c'est une des grandes dernières découvertes géographiques terrestres. La Nouvelle-Sibérie, il y a quelques chasseurs, il y a beaucoup de mammouths, donc il y avait quelques chasseurs qui allaient de temps en temps l'été récolter des fanstes en ivoire. Mais ça a été assez peu occupé par les soviétiques jusque dans les années 40, au début des bases dérivantes. Et même maintenant, alors il faut savoir que dans les années 70, il y avait 64 bases soviétiques tout autour de l'Arctique. Il en reste 6. Alors quand on dit les Russes sont en train de remilitariser l'Arctique, c'est un peu bidon, c'est un peu des trucs de journalistes. Là, ils viennent de rouvrir l'île de Tempe. En fait, ils ont amené un bulldozer, ils ont refait la piste, donc ça y est, pas un avion ne s'était posé depuis 20 ans. Le grand directeur, le gouverneur de Moscou devait survoler l'archipel, donc ils ont construit des maisons, ils ont mis que les toits, vu qu'ils survolaient en hélicoptère avec la télé, il n'y avait pas besoin de construire les murs et de rien mettre à l'intérieur. Et puis il n'y a toujours rien, quoi. Donc la remilitarisation de l'Arctique, c'est un peu sujet à caution à l'heure actuelle. Plutôt les bases, c'est en train de tomber, il n'y a pas d'argent, les Russes n'ont plus d'argent pour monter les grandes bases dérivantes. Comme ils ont eu, fut un temps, à Krenkel, sur l'archipel François-Joseph, il y a eu environ 200 personnes. Maintenant, ils sont 6. Mais les velléités poutiniennes, si on peut dire ainsi, sur l'Arctique, elles sont quand même assez évidentes, Eric, non? Il y a quand même une affirmation d'appartenance, selon Poutine, de la Russie jusqu'au pôle Nord, c'est bien chez lui. Bien sûr, parce que de toute façon, la Russie ne vit que de matières premières. Alors les matières premières sont là, donc il faut évidemment affirmer sans arrêt la souveraineté de la Russie sur les matières premières. Sur les matières premières des continents considérés comme déjà russes, et puis sur les négociations à venir, sur ce qui peut imaginer le prolongement du continent russe loin vers le nord. Donc c'est le petit drapeau qu'on met pour montrer que ça nous appartient aussi, même si on ne sait pas s'il y a encore des matières premières, mais il y a encore des matières premières. Il faut bien voir que l'économie russe est une économie de rente, est une économie d'exploitation de matières premières. Donc il n'y a pas de tissu d'industrie autre que lié directement aux matières premières. Donc c'est évidemment la première richesse. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, évidemment, si la route maritime du Nord se développe, ce qui n'est pas complètement évident encore, avec toutes les difficultés que Isabelle a résumées, mais c'est vrai que c'est aussi une source de revenus officielle, puisqu'il faut payer pour passer, il faut payer pour régler les brises-glaces, et puis il y a tout les bachiches qu'il faut donner un peu partout et tout ça. Donc c'est quand même évidemment une source immense. Et puis évidemment, quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, vous imaginez que tout sur cette ligne-là, il n'est pas question que la Russie n'affirme pas sa souveraineté partout. Il y a une sorte de montée, et plus les difficultés économiques sont grandes, plus on affirme sa souveraineté. Ça, c'est une loi de tous les États. Mais il y a des endroits dans ces univers, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que même du côté américain, du côté de l'Alaska, on en a peu parlé, mais c'est des liens inouïs, c'est des histoires invraisemblables, puisque c'est quand même les ruées vers l'or. Et quand vous allez sur une petite ville qui s'appelle Nome aujourd'hui, qui est vraiment 3000 habitants, eh bien, tout le long de la côte, vous avez des sortes de radeaux, avec des cabanes au milieu des radeaux, avec des pompes sur le radeau, et comme les Shadocks,
du matin jusqu'au soir, on pompe du sable, et dans ce sable, il y a quelques chances d'avoir un peu d'or. Donc on est dans ces univers incroyables. Et il se trouve que nous sommes, Isabelle et moi, et puis notre maître à tous, parmi les spécialistes mondiaux de NOM. Donc si jamais un jour, NOM c'est presque à l'extrémité du détroit de Bering. Donc si jamais vous avez envie d'organiser, je ne sais pas moi, une retraite ou des vacances ou ce que vous voulez, ou une réunion de famille, ou un homme, demandez-nous. Demandez-nous via Guérin et nous vous donnerons l'adresse de la meilleure pizza. L'adresse de la meilleure pizza qui s'appelle Airport Pizza. Et alors, les pizzas sont assez bonnes, mais les peintures représentant les pizzas sont terribles. Parce qu'il se trouve que je viens de finir une biographie de Pasteur, et les peintures représentant les pizzas sont exactement ce que Pasteur voyait au bout de son microscope. Donc, et là, nous sommes restés 5 jours, parce qu'ils étaient tellement mauvais que nous ne pouvions pas passer. Non, vous savez que nous nous devons à notre public, mais pour réussir à faire ce livre passionnant, nous avons vécu des situations extrêmes. Parce qu'à la 15e pizza de Airport Pizza, je vous assure, il fallait qu'on pense à cette soirée magnifique de ce soir pour tenir physiquement. Merci, c'est vrai. C'est vrai que c'était un engagement de chaque instant. Chaque instant. Mais ça, c'est très Guérin-Polcel. Hein. On est comme ça. On veut dire. J'ai toujours essayé de me mettre très bien avec mes éditeurs. Merci. Et nous, Guérin-Polcel. Hein. Alors, il y a peut-être, avant de repasser, avant de revenir peut-être à une autre lecture qui va nous poursuivre le sujet. C'est pas tout à fait de la pizza, mais vous verrez, c'est pas mal non plus. Mais il y a quand même une question un peu fondamentale finalement qu'on ne s'est pas encore posée, peut-être le temps de se la poser. Pourquoi finalement tant de peine? C'est-à-dire pourquoi utiliser ce passage alors qu'on se rend compte que c'est relativement dangereux, difficile, pas garanti? Pourquoi finalement préférer de passer par le nord plutôt que par le sud? Je pense qu'il y a un malentendu quand même. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, on gagne, Christian l'a dit tout à l'heure, on gagne peut-être 12 jours entre Shanghai et Rotterdam. Au prix de journée d'un cargo, ça fait beaucoup d'argent. Donc voilà, théoriquement, c'est intéressant. Mais ce qu'on a assez vite compris quand même, c'est que là où il y a un leurre, c'est qu'en fait, les bateaux qui passent par le sud, en gros, hein, par Panama, ou au contraire, qui vont monter la mer Rouge et après traverser la Méditerranée, et qui viennent de Chine, c'est aussi d'abord des bateaux qui s'arrêtent dans différents ports et qui font du business. Ils vont charger des containers, décharger, etc. Donc ça, c'est intéressant. Quand vous voulez passer par le nord, entre Vladivostok et Mourmansk, il n'y a rien. Il y a 2 ou 3 malheureux ports avec 3000 habitants qui sont complètement avec pas d'arrière-pays, pas de route, pas de chemin de fer, pas de rien, parce que c'est la toundra, hein, donc on ne peut rien construire là-dessus. Donc déjà, c'est moins intéressant. Il n'y a pas d'endroit pour se réfugier si on a un problème. Donc ça, du côté des primes d'assurance, évidemment, ça fait monter les choses. Et puis, ce que disait tout à l'heure Eric, c'est qu'on se met un peu dans les pattes des Russes quand même. Hein. Aussi bien du point de vue des bachiches et de la bonne volonté des autorités locales, que du point de vue du coût, parce qu'évidemment, les Russes qui veulent maîtriser de A à Z, vous dites, vous nous louez notre brise-glace qui va vous ouvrir la route, etc. Et au fond, effectivement, c'est vrai que cette route aujourd'hui est devenue praticable, puisque l'été, la couverture de glace s'est effondrée complètement. Il reste en été 80% de glace par rapport à ce qu'il y avait il y a 20-30 ans, donc il n'y a pratiquement plus de glace l'été. Donc on peut passer physiquement. Mais d'un autre côté, ce que disent les gens du GIEC, le groupe intergouvernemental sur le climat, c'est qu'au plus tard en 2030,
il n'y aura plus de glace d'été au pôle Nord. Donc on ira tout droit. Donc d'un côté, on voit les Russes qui construisent des brise-glaces pour frayer le passage de leur route. Alors, un brise-glace, c'est pour 30, 40, 50 ans quand même, hein, vu que ça coûte 1 demi-milliard d'euros. Et d'un autre côté, dans 15 ans, ou peut-être avant, on pourra passer en direct. Et ça, les Chinois l'ont relativement bien compris, puisqu'ils sont en train de faire des accords avec les Islandais pour construire des ports en Islande et pour avoir des hubs en Islande, et d'avoir des bateaux qui feront directement Chine, Bering, pôle Nord, Islande, et puis après, un côté Amérique, un côté Europe. Donc on voit que la planète est vraiment une toute petite boule, quoi, hein, et que les choses s'organisent à ces très grandes échelles-là. Et le facteur numéro 1 qui régit tout ça, comme ça régit nos vies et va régir nos vies de plus en plus, c'est le réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique n'empêche pas des accidents, c'est-à-dire qu'il y a eu, Christian, il y a quelques temps, plusieurs bateaux, je crois une dizaine de bateaux qui ont été coincés. L'année passée, il y a un bateau passée. qui a été, sa coque a été crevée sur plus de 1 mètre de long. On a très très peu parlé, il fallait aller fouiller sur les sites internet en cyrillique. C'est un bateau qui avait 18 000 tonnes de diesel à bord. Il est resté bloqué 7 jours. Il a fallu faire venir un autre pétrolier pour le décharger et 2 brise-glaces pour lui faire passer le passage critique qui est le point le plus nord de l'Asie, le cap Chelushkin, pour le faire passer de l'autre côté. Donc voilà, l'année passée, il y a eu 20 bateaux qui sont passés, il n'y en a que 2 qui ont fait le transit total, et sur les 20 qui sont passés, il y en a un qui a eu un gros accident. Donc c'est effectivement, statistiquement, c'est pas terrible. Il faut savoir que le passage, son gros problème en plus, c'est qu'il est ouvert 2 mois par an. Il est rarement ouvert avant début août, et puis ça va jusqu'à début octobre. Et après, ça regèle très vite, à partir du 15 octobre, c'est entièrement gelé. Donc c'est très très court, quoi. Les assurances sont 30% plus chères, il faut des navires équipés double coque. Les Russes demandent à peu près 130 000 $ si on a un point de passage difficile, sinon ça double, s'il y a 2 points. Souvent il n'y en a qu'un, c'est le fameux passage chez Lushkin. Mais les armateurs, ils aiment bien, bon, il y a une nouvelle route qui s'ouvre, on va regarder ce que c'est. Donc on envoie un bateau, on teste, on ne sait jamais, ça peut, à l'avenir, ça peut être quelque chose, voilà. Il ne faut pas être en reste, donc il y a quelques bateaux qui tentent l'histoire. Mais on n'est quand même pas tout à fait sûr que le jeu envahit bien la chandelle. De même que les exploitations pétrolières sur la péninsule de Yamal, qu'est-ce qu'elles vont devenir avec l'effondrement du prix du pétrole, Eric? Qu'est-ce qu'ils font les Russes en ce moment? Oui, mais l'effondrement du prix du pétrole ne va pas durer. Donc évidemment, à un moment donné, ça va revenir. Ça, ce qui est à peu près sûr, c'est que il y a un tel besoin d'énergie en Asie, et notamment en Chine, que cette route-là, d'ouest en est, de Yamal jusqu'à la Chine, va prospérer. Ça, c'est à peu près sûr. Parce qu'il n'y a pas besoin de transit, il n'y a pas besoin de hub, il n'y a pas besoin d'échange. Il n'y a pas de pirates. Il n'y a pas de... Oui, et puis on est en train déjà de construire une flotte de bateaux gaziers, et donc là, sans doute, ça va marcher. Sur le reste, je suis extrêmement incertain. Ce qui nous intéressait, nous, c'était de faire le portrait d'une route maritime éphémère. Parce qu'on a navigué beaucoup, moi moins qu'Isa, bien sûr, mais j'ai toujours regardé avec passion l'ouverture des routes maritimes. J'ai fait un roman sur Christophe Colomb, essayé de voir comment on ouvrait les routes. Et toutes les autres routes, une fois qu'elles étaient ouvertes, servaient. C'est-à-dire étaient suivies par des dizaines et des centaines et des milliers de bateaux. Que ce soit Magellan, que ce soit Beagle, que ce soit partout. Alors que là, c'est une route qui finalement aura duré que le temps d'une période de réchauffement. Et donc ce qui nous intéressait, c'était aussi voir cet aspect du réchauffement. Parce que le réchauffement, c'est pas seulement maritime, et c'est pas seulement l'aspect des glaces, c'est aussi le réchauffement du pergélisol. Et je vais vous raconter 2 petites histoires. La première, c'est que, vous vous souvenez, dans le film, on voit Kirkenes. Kirkenes, il y a une mine de fer. Et donc, la société qui nous a renseigné, s'appelle Chudi, a acheté la mine de fer. Pas du tout à cause du fer, mais parce qu'il y avait des installations. Et les installations pouvaient servir de hub, avec des quais, avec des possibilités d'entrepôt, etc.
Et puis à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'au fond, la péninsule de Yamal, pour qu'on y construise des installations, avait besoin de cailloux, parce que c'est de la boue. Donc ils se sont rendus compte que dans la mine de fer, il y avait du fer, mais il y avait surtout énormément de cailloux. Donc ils ont rouvert la mine de fer, pas du tout pour le fer, mais pour extraire du caillou, qu'ils ont vendu pour stabiliser la péninsule de Yamal. C'est ça aussi les affaires. Vous voyez, parce que sur la boue, on ne peut pas créer un aéroport. On ne peut créer aucune sorte d'installation. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, c'est que le pergélisol, le permafrost en anglais, le pergélisol, ils font. Donc dans le pergélisol, c'est le plus grand congélo qu'on ait pu imaginer, entre Saint-Pétersbourg, même la Pologne, jusqu'au Kamchatka, où il y a évidemment plein d'animaux, et notamment des mammouths. Donc on voit des mammouths partout qui sont de plus en plus faciles à retirer, puisque c'est de la boue, et c'est plus du gel. Donc on n'a pas besoin d'avoir ces gigantesques hélicos qui découpent la glace et qui peuvent remonter comme ça des mammouths. Ce qui fait qu'il va y avoir de plus en plus de mammouths qui vont être disponibles, avec un ivoire excellent, puisque évidemment congelé depuis des années et des années, ce qui fait qu'il va y avoir une offre inouïe d'ivoire qui va satisfaire la demande d'ivoire, notamment des Chinois, ce qui fait que la fonte du pergélisol est peut-être la seule chance pour les éléphants africains d'être sauvés. Vous voyez? Et ça, c'est peut-être, et c'est un chauffe-il ou pas, peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas complètement improbable. À table. Le goût de l'aventure n'explique pas le goût tout court. Il a été assez dit dans cet ouvrage combien les mers et les terres du détroit de Bering et du golfe d'Alaska recèlent de plantes, et plus encore d'animaux, qui ont attiré ici des peuples de toutes origines. Certes, la vie était dure et la chasse imprévisible. Mais quel bonheur de rentrer à la maison avec de quoi mijoter un petit plat. Ce bonheur a été largement partagé au cours des âges. En témoigne cet excellent livre de cuisine aux éditions Alaska Northwest Books, intitulé avec justesse « Cooking Alaskan by Alaskans ». Cet ouvrage est indispensable à tout amateur de vie sauvage. Son poids dans le sac à dos sera vite oublié devant une table garnie des spécialités suivantes. Paupiettes de bison, queue de castor frites, ragoût de lynx, chèvre des montagnes à l'étouffée, chili de rat musqué, porc épic sucré-salé, fricassé d'écureuil, caribou à la stroganoff, côtelettes de lion de mer et cervelle de phoque au gratin. Bien évidemment, une partie de ces délices culinaires nous est aujourd'hui interdite, ces espèces étant protégées. Ne citons donc dans le détail que des préparations conformes au règlement. Ainsi, l'ours brun. On choisira un animal de moins de 3 ans qui a mangé des baies et des herbes plutôt que du poisson. Le jeune ours peut se cuisiner simplement rôti, farci de gousses d'ail. Mais une meilleure recette est de le rôtir entouré de patates, servi avec un pudding du Yorkshire et quelques pois et carottes. L'animal plus âgé peut encore se consommer. Faire cuire une demi-heure par livre, puis mariner une nuit dans moitié vinaigre, moitié vin rouge. Conserver la saumure, faire cuire l'ours bien assaisonné de sel, poivre, 4 épices, ail, thym et marjolaine. Quand la viande est brune, ajoutez la saumure et laissez cuire doucement jusqu'à ce qu'elle soit tendre. La recette ne dit pas combien de temps cela peut prendre. Pour la pâtisserie, vous choisirez plutôt un ours de fin de saison, bien gras avant l'hibernation. Sa graisse fera merveille avec vos donuts et autres beignets. Si des navigations hasardeuses vous conduisent dans le Grand Nord et que vous sympathisez avec les Inupiats qui gardent des quotas de chasse à la baleine, le snack apéritif qui fait merveille est le muktuk, peau et graisse de baleine prise sur la bête, avec un peu de sel,
goût de noix de coco garanti, à déguster vraisemblablement avec un blanc moelleux. Quant au dessert, le meilleur choix sera le cookie de baleine. Mélangez la graisse de baleine au double de sucre, ajoutez 3 œufs battus et de la vanille. Mettre de la farine pour épaissir, il ne reste qu'à rouler et couper la pâte dans la forme de votre choix et passer au four 15 minutes. Enfin, en cas de grosse chaleur, essayez le sorbet esquimau. Faire bouillir de l'huile et du gras de renne, 2 ou 3 minutes, laisser refroidir, prendre un bol de neige pas trop poudreuse, ajouter l'huile, battre pour éviter les grumeaux, puis garnir avec les baies du moment. Bon appétit! Alors là, forcément, je me tourne vers Isabelle, présidente du WWF en France. On parle beaucoup d'activités humaines, des conséquences sur l'environnement, et on parle peu de la faune, finalement, de cette région du nord de la Sibérie. Quel est l'impact au niveau de cette faune? Alors, je ne sais pas si j'ai de très bonnes nouvelles. Tout à l'heure, on a essayé d'en trouver une ou deux, mais c'est vrai que, bien évidemment, encore une fois, le réchauffement et beaucoup les pollutions, puisque le Grand Nord a cette malchance, finalement, d'être alimenté en air atmosphérique par de l'air qui vient des latitudes beaucoup plus basses, et donc en partie de la Ruhr, de Shanghai, des grandes villes américaines, donc un air assez pollué, et où finalement la pollution locale aujourd'hui est quand même relativement restreinte, à part dans les grandes villes russes dont parlait tout à l'heure Eric, mais malheureusement c'est assez pollué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des vraies inquiétudes. Il faut se rendre compte que par exemple sur les animaux marins, vous savez qu'à part les mammifères marins qui sont des mammifères donc, qui ont leur corps à une température stable, tous les autres animaux marins ont leur corps à la température extérieure. Donc ils sont extrêmement dépendants de la température du milieu. Donc comme le réchauffement climatique dans le Grand Nord va 2,5 fois plus vite que sur la moyenne de la planète, évidemment ça a des conséquences fortes. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui les espèces de poissons par exemple migrent d'environ entre 50 et 70 km par décennie, et le plancton migre de près de 500 km par décennie, donc 50 km par an. Donc vous voyez que les bouleversements de ce qu'on appelle, voilà, dans le langage scientifique, les biocénoses, les compositions des ensembles des êtres vivants à un moment donné dans un endroit, sont en train d'évoluer de manière très forte. Donc évidemment, il y a des espèces qui habitaient plus au sud qui sont en train de remonter petit à petit. Donc on peut dire que ça va se remplacer, ça va changer, ça c'est bon. Évidemment, le problème, c'est pour les espèces du Nord qui n'ont plus beaucoup de degrés pour aller se réfugier, et surtout quand les conditions de vie de ces espèces sont inféodées, par exemple, à la glace. On en a beaucoup parlé pour l'ours blanc. L'ours blanc qui est encore un peu chassé, son problème aujourd'hui, c'est pas la chasse. Son problème, c'est le réchauffement, parce que l'ours blanc a besoin de la glace. Il a besoin de la banquise pour aller chasser. S'il n'y a plus de banquise, il ne peut plus se nourrir. Et il y a quand même, comme ça, tout un tas d'animaux. Il y a une grande partie du plancton qui a aussi besoin de la banquise pour se réfugier dessous pendant l'hiver, pour pouvoir survivre. Donc voilà, donc on est... et aujourd'hui, il n'y a pas un scientifique qui peut vous dire, même dans 10 ans, à quoi ça va ressembler. Si on continue sur la lancée, avec une planète, selon notre degré de sagesse, qui va se réchauffer entre 2 et 5 degrés, puisque c'est ce qui est au programme à l'horizon 2100, ça veut dire que l'Arctique va se réchauffer de 6 à 10 degrés. Alors on ne peut pas imaginer, parce que déjà à partir de 2, les scientifiques disent on n'arrive plus, nos ordinateurs, c'est trop compliqué, c'est trop fou, ça va trop changer, on ne peut même plus imaginer. Donc voilà, donc le Grand Nord est dans un état, et en ce moment dans un état de transformation majeur, qui anticipe un peu les transformations que nous allons vivre, et qui sont dans des proportions absolument, j'allais dire, incontrôlées, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle pour les espèces aujourd'hui qui sont des espèces du Grand Nord, parce que, à part les eaux, il va plus leur rester d'ici 20 ou 30 ans beaucoup de possibilités pour à la fois se nourrir, se reproduire, etc. En revanche, pour l'agriculture, là, il y a des éléments positifs, c'est qu'il y a des zones entières qui vont devenir, qui n'étaient pas cultivables et qui vont devenir cultivables. En partie, il ne faut pas prendre faire le calcul uniquement en termes de surface.
Il faut tenir compte de la nature des sols, qui, dans le Grand Nord, n'est pas extrêmement favorable à l'agriculture, enfin en tout cas à une agriculture très productiviste. Et puis il faut tenir compte des problèmes d'ensoleillement, qui eux ne vont pas changer, puisque l'inclinaison de l'axe de la Terre, a priori, est relativement stable. Donc il y aura effectivement la forêt, par exemple, qui va gagner sur la toundra. Il y aura certaines terres qui vont pouvoir basculer dans les terres agricoles, mais ça ne va pas être l'ensemble de la bande qui sera libérée par le réchauffement climatique. Et est-ce que, je ne sais pas, une question que je peux poser à Eric ou à Christian, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'un jour il y aura un système de transport par rail, par exemple, dans le Grand Nord, qui pourrait être finalement presque plus sûr que par voie maritime? La rail, il faut du ballast. Parce que, encore une fois, c'est de la boue. C'est de la boue, tout ça. Il y a une magnifique voie ferrée entre Vorkuta et Oust, où on voit, elle a été construite il y a 40 ans, c'est assez extraordinaire, les photos aériennes. Ça va dans tous les sens. Jamais le train n'a pu passer parce que le Pergélisol ne tient pas. C'est une catastrophe. Ça tient. C'est un gros problème pour construire des voies ferrées là. Même les habitations, quand on se balade à Yakoutsk, où il y avait, c'est très simple, le pergélisol, on plantait un piquet à 2 mètres de profondeur, on arrosait, les fondations sont faites. Et maintenant, le pergélisol, ils font sur 5-6 mètres, et les maisons ne tiennent plus la route. Les tombes s'écroulent. Il y a des forêts, on appelle ça des forêts saules dans le Yukon, parce que les racines ne tiennent plus non plus, et les arbres se couchent. C'est un vrai problème. C'est un problème pour les nomades également, parce qu'ils ont des troupeaux. Sur toute la Russie, ce sont des réniculteurs. Et donc, le problème des rennes, c'est qu'ils grattent la neige l'hiver pour atteindre le lichen, et que de plus en plus, avec le réchauffement climatique, il pleut très tard en saison. Des fois, il pleut en novembre, décembre, ce qui n'arrivait jamais. Et comme il pleut, la neige se transforme en glace, et après, il refait froid derrière, et ils n'ont plus accès au lichen, et ils meurent. Il y a eu des hécatombes, mais d'1 million de rennes dans la péninsule du Taimyr il y a 3-4 ans. C'est une catastrophe. Et parmi toutes les, alors pour les questions arctiques un peu générales concernant le climat, il y a cette théorie de désamorçage du Gulf Stream. Est-ce que c'est une théorie qui encore aujourd'hui a des adeptes ou qui a complètement disparu? Elle n'est pas complètement idiote, puisque le Gulf Stream en fait prend sa source dans les mers polaires par le fait que des eaux très froides et sursalées, donc sont lourdes, plus lourdes que les autres, si on peut dire, et donc coulent, et ça amorce la pompe. Après, ces eaux vont se répandre dans le fond des océans, et après amorcer une pompe qui va après ressortir du côté du golfe du Mexique pour repartir dans l'autre sens. Donc c'est une espèce de tapis, on appelle ça tapis roulant. C'est déjà arrivé dans l'histoire que ce tapis roulant s'amoindrisse. Et effectivement, dans des même s'arrête. Il s'arrête. Petit Drias, il s'est arrêté. Vraisemblablement, justement, parce qu'il y a un moment donné, il y a des apports d'eau douce considérables, et que donc l'eau, à ce moment-là, est moins lourde et elle ne coule plus. Or, c'est un petit peu ce qui risque de se passer. S'il n'y a plus de couverture de glace, il n'y aura plus ces eaux sursalées, puisque la glace crache son sel. Donc, on peut imaginer ça. Alors, quelles conséquences ça aura pour l'Europe? Là, il y a encore un peu des discussions et des débats. La question, c'est quelle est la contribution du Gulf Stream par rapport à la circulation océanique aérienne à la température de l'Europe. Donc c'est là que il y a des modèles qui peuvent éventuellement diverger, etc. Mais le réchauffement climatique pour nous, Européens, peut éventuellement se traduire par un refroidissement localement très fort, puisque les périodes où historiquement le Gulf Stream s'est arrêté, c'est des moments où il y avait la banquise jusqu'à Londres. Donc c'est des moments qui étaient des moments de froid pour l'Europe continentale. Donc voilà, donc voilà, il y a eu une alerte il y a 4-5 ans par des scientifiques anglais qui avaient. Donc on connaît à peu près ce que perd le Groenland chaque année. Le Groenland perd à peu près 350 gigatonnes de glace par an. Ça ne vous dit pas grand-chose, mais si on répartit ça sur tous les océans, ça fait 1 millimètre. Donc, tous les ans, le Groenland perd. Et le niveau des mers augmente d'1 millimètre à cause du Groenland. Mais surtout, c'est de l'eau douce qui vient couper la circulation thermohaline, donc différence de température et différence de salinité. C'est ce qui
qui fait qu'il y a un courant. S'il n'y avait pas de différence de salinité ou de différence de température entre deux zones, il n'y aurait pas de courant. Et donc eux avaient dit que le Gulf Stream avait déjà perdu 30% de son potentiel. Et puis depuis, ils ont mis des capteurs un peu partout et ils sont revenus, ils ont dit c'est une erreur, nos calculs étaient mauvais. Finalement non, la stratigraphie du Gulf Stream qui théoriquement s'était réduite à 100 mètres, elle est repartie sur 1500 mètres. Et donc a priori, il va falloir un certain temps avant qu'on resubisse, avant que nos régions deviennent froides. Parce que si le Gulf Stream s'arrête, ça s'est passé il y a 11 000 ans. En 500 ans, la calotte glaciaire recouvert entièrement la Scandinavie est descendue plus bas que le Danemark. Donc ça va très très vite, quoi. Si le Gulf Stream s'arrête, on est en période glaciaire sur nos régions très rapidement. Mais bon, il y a peu de chances que ça nous arrive dans les années à venir. On peu d'espoir de voir les glaciers du Mont Blanc redescendre. Malheureusement. Rapidement. On va demander à Françoise une dernière lecture. Baie du Prince William, Alaska. La baie du Prince William est un joyau sauvage au cœur de l'Alaska. Nous traversons le rail de Valdez, ce Traffic Separation Scheme qui délimite deux voies, chacune large de 1500 yards, l'une à l'ouest pour les bateaux sortants, l'autre à l'est pour les entrants. Devant nous passe un gros tanker bleu. 3 bateaux, pas moins, lui font escorte. Une toute petite vedette, c'est celle du pilote. Et 2 remorqueurs, un rouge pour son tribord, un jaune à sa poupe. Telles sont maintenant les réglementations, pour éviter que ne se reproduise le drame. Le 24 mars 1989, peu après minuit, le pétrolier Exxon Valdez s'échouait sur Bligh Reef. De sa coque déchirée allait s'échapper 250 000 tonnes de pétrole brut, arrivé par pipeline de Prudhoe Bay et qu'il venait de charger à Valdez. Aujourd'hui, le temps est calme. L'île de Bligh est bien visible et devant elle, il y a tout l'espace qu'on veut pour naviguer. Comment le capitaine Hazelwood a-t-il pu conduire son navire sur ce récif, même s'il n'était pas signalé, comme maintenant, par une balise? On a beau se proclamer ami de la raison et ne pas croire aux revenants, il faut bien se rendre à l'évidence. L'air est différent au-dessus des champs de bataille, comme au-dessus des lieux de naufrage. Il y demeure le souvenir des drames passés. Présents sur le site, nous tentons de comprendre l'incompréhensible. 1. Avant d'embarquer, le capitaine avait longuement honoré de sa présence le bar du port le plus apprécié des marins, le Pipeline Club. 2. 21h21. L'Exxon largue les amarres. Hazelwood, présent sur le pont pour le départ, ne tarde pas, contre les usages, à descendre retrouver sa couchette. Le bateau est sous la responsabilité du pilote du port. 3. 23h21. Les difficultés sont passées. Les Narrows, un goulet entre les 2 avancées de terre qui protègent le port. Le pilote rappelle Hazelwood pour lui transmettre le commandement. Le bateau se trouve bien à sa place, dans le rail, sur le couloir ouest. Il file déjà 14 nœuds. 4. 23h30. Hazelwood annonce aux gardes-côtes que pour éviter un iceberg sans doute détaché du glacier Columbia, il va emprunter le couloir est, puisqu'aucun bateau entrant ne se présente. Cette décision prise, il confie la barre au 3e maître Gregory Cousins et retourne se coucher. Longtemps après les faits, on pouvait croiser à Anchorage l'ex-capitaine Hazelwood. Il parlait d'écologie dans les écoles, de la nécessité de protéger la nature, où il aidait à repeindre la façade de la mairie. Aujourd'hui, dans la baie du Prince William, il ne reste plus de traces visibles de l'accident, comme si la mer avait tout lavé. La seule conséquence apparente, c'est la relative opulence des rares villages installés sur le Sound. Tatitlek s'y trouve sur l'île de Bligh, juste de l'autre côté du naufrage. Les 80 habitants déclarent vivre de la pêche. Toutes les maisons sont neuves et pimpantes, chauffées au gaz et surmontées de paraboles.
Et qui a financé la grande école flambant neuve et les glissières le long des 2 rues du village, et l'aéroport, un vol chaque vendredi, et le ponton, métal et ciment, du ferry, et le 4x4 GMC des pompiers? Toutes ces aménités sentent la subvention. Appui du gouvernement à la communauté native, les Shugashnut, ou dédommagement de la société Exxon, après les innombrables jugements la condamnant. Quelle qu'en soit l'origine, les gens de Tetitlek prennent avec gratitude ses bienfaits et en remercient Dieu le dimanche. Pour prier, ils ont le choix entre l'imposante église orthodoxe, grise, à toit et bulbe vert turquoise, et une maisonnette qui abrite les baptistes. Ils chantent le gospel. Vous êtes les bienvenus. Un guide de chansons vous sera offert.